Je m'appelle Julie Péchose, je suis chargée des admissions sur l'école Epitech, qui est une école spécialisée en informatique. Pour le petit historique, on va dire, de mon parcours, donc là, ça fait 3 ans que je suis à ce poste-là, donc je me charge du recrutement, mais aussi de promouvoir l'école et le milieu de l'informatique. Juste avant, j'ai travaillé 7 ans au sein d'une entreprise qui vend des jeux vidéo et qui a des magasins un peu partout en France. Voilà. Donc, vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, il y aura quelques exemples par rapport à des jeux vidéo, parce que généralement ça vous parle, vous savez ce que c'est, et puis c'est plus simple, en fait, c'est visuel. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez rajouter des choses, hein, le but c'est que ce soit aussi un petit peu des deux côtés, qu'on puisse échanger tout le long. On va parler donc des métiers du numérique, des domaines dans l'informatique, en fait, plus exactement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait ce que va faire un médecin. Il va soigner des patients dans un cabinet. On sait ce que va faire un boulanger. Il va faire du pain dans une boulangerie, etc., etc. Mais c'est vrai que le monde de l'informatique est tellement vaste qu'en fait, on ne sait même pas ce qu'on peut y faire. Il faut savoir qu'un informaticien, c'est pas seulement quelqu'un qui va créer des sites internet derrière son ordinateur. Il y a beaucoup plus de missions que ça, beaucoup plus de domaines différents. Donc aujourd'hui, on va faire une petite liste pour savoir un petit peu justement ce qu'on peut faire dans le milieu de l'informatique. Est-ce que déjà, juste avant de commencer, il y en a qui connaissent Epitech ou pas du tout? Ouais. Ok, super. On reviendra là-dessus après. Donc les métiers du numérique, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, si vous voulez, les métiers du numérique, vous pouvez faire un petit peu votre menu à la carte. C'est-à-dire un peu comme dans des enseignes de burgers où vous choisissez ce que vous voulez mettre dedans. Là, aujourd'hui, les métiers du numérique, vous avez la possibilité de mettre des compétences dans certains domaines avec des filières dans le cadre de différentes structures. Je m'explique. Aujourd'hui, donc on parlait tout à l'heure de développement de sites internet. Donc vous avez la compétence de développement de logiciels, par exemple, ou de web, que vous pouvez faire dans la filière de la formation, du tourisme, dans le cadre de start-up ou d'entreprises. Mais vous avez aussi la possibilité, potentiellement, de faire de la cybersécurité dans l'univers des objets connectés. C'est un domaine qui est en plein essor, qui manque énormément de main-d'œuvre dedans. Pourquoi pas dans le cadre, du coup, de la santé et du sport, et au sein d'instituts, d'organismes ou de collectivités. Encore une fois, aujourd'hui, vous faites vraiment ce que vous voulez, comme vous voulez, à condition d'avoir les différentes compétences qui sont bien présentes et d'avoir aussi beaucoup de motivation. Alors justement, on va regarder quelles sont les compétences que vous allez pouvoir mettre à disposition et les environnements dans lesquels vous pouvez les appliquer. Et on va commencer par un domaine qui n'est pas forcément quelque chose auquel on pense tout de suite, qui est le domaine de l'agriculture. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont des idées de projets qu'on peut appliquer dans l'agriculture en informatique? Pas tout ça. En fait, aujourd'hui, si jamais vous y avez pensé, c'est quelque chose que vous appréciez un petit peu, généralement, les drones. Les drones, c'est sympa, on l'applique de plus en plus dans le milieu du voyage, où on fait des belles vidéos avec des paysages magnifiques. Mais les drones, aujourd'hui, ça va servir dans l'agriculture. Alors comment? Grâce à des bases de données et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va permettre aujourd'hui, par exemple, à des agriculteurs de vérifier si, par exemple, les cultures peuvent être récoltées. S'il faut également plus arroser les différentes cultures. S'il y a des personnes qui travaillent au sein de vignes, elles vont pouvoir vérifier si, par exemple, leurs pieds de vigne ne sont pas infectés par une certaine maladie. Donc comment ça marche? En fait, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle. En gros, le machine learning, c'est qu'on va donner plein d'informations à la machine et elle va simplement apprendre par elle-même. Donc, on va lui apprendre, en gros, à différencier une vigne qui est malade d'une vigne qui est plus saine. Et c'est comme ça qu'après, elle va s'entraîner toute seule, et à force de voir beaucoup d'images à travers des bases de données, elle va pouvoir comprendre
toute seule et trouver et aider du coup la personne qui travaille dans les champs, dans les vignes, pour l'aider là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que ça, hein, l'utilisation en informatique dans l'agriculture, il y a aussi tout ce qui va être la distribution automatique de la nourriture des animaux, les traites automatiques, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui permettent de faciliter le métier des agriculteurs et qui vont se développer de plus en plus dans les années à venir. Donc il y a besoin de main-d'œuvre là-dedans. Juste pour refaire une petite parenthèse sur l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais au final, qu'est-ce que c'est réellement? Une intelligence artificielle, c'est simplement des programmes informatiques qui vont simuler une intelligence humaine, avec un raisonnement, un apprentissage, ce genre de choses. Ça c'est clair, ça va, ça vous parle tous, l'intelligence artificielle? Ouais. Peut-être un milieu qui va plus vous parler, dont vous vous sentez peut-être un petit peu plus proche, mais le sport. Aujourd'hui, le sport, il y a pareil, énormément de choses qui sont possibles en informatique, notamment avec les objets connectés. De plus en plus, il y a des objets qui vont faire 1 milliard de fonctionnalités qui nécessitent d'avoir de la sécurité, qui nécessitent d'avoir du développement derrière, comme notamment tout ce qui va être les montres connectées. Les smartphones, quand par exemple vous allez faire un tour, vous allez marcher quelque part, vous avez votre circuit GPS qui est indiqué sur votre téléphone. Quand vous allez courir ou des fois même faire du sport dans une salle, etc., vous avez des applications qui vous disent comment faire votre programme, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, dans le milieu du sport, il y a également ce qu'on appelle la motion capture. Est-ce que quelqu'un connaît la motion capture? C'est ce que c'est? Motion capture? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, en fait, c'est plus connu dans le milieu du cinéma ou du jeu vidéo, d'ailleurs. C'est de plus en plus utilisé. Par exemple, donc la motion capture, c'est une technique qui enregistre la position et le corps, les visages de différentes personnes qui vont ensuite avoir des animations 3D par-dessus et qui vont permettre en fait de pouvoir par exemple être intégrés dans des films, etc. Pour revenir initialement au domaine du sport, la motion capture, c'est utilisé pour des athlètes et simplement vérifier que leurs mouvements sont bien en adéquation avec le développement de leur sport, etc. Si jamais vous n'avez jamais regardé ce qu'il y a derrière les motion capture, donc par exemple de la prestation de Benedict Cumberbatch dans Smaug, dans le Hobbit, c'est génial en fait. C'est hilarant parce qu'effectivement il est en train de faire le dragon tout seul dans une pièce avec plein de capteurs sur lui, mais c'est ultra incroyable après ce qu'on en fait justement dans les films. Et pour la petite anecdote, Tom Hanks sur le Polar Express, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quasiment que lui qui fait tous les visages des enfants. Voilà. Donc ça, motion capture. Ok. Dans l'éducation, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, de sujets sur, par exemple, avoir les tablettes. Il y a des lycées, des collèges qui les ont, pour remplacer les livres. Moi, j'ai envie de parler quelque chose d'un petit peu plus un cran au-dessus, j'ai envie de dire, avec, par exemple, la réalité virtuelle au sein des cours. Bon, on se calme, on n'y est pas tout de suite, mais pourquoi pas, au lieu d'avoir des cours d'histoire où on va avoir des livres, un apprentissage, par exemple, d'apprendre l'Égypte antique, d'apprendre l'histoire, d'avoir en fait des casques de réalité virtuelle qui vous permettent d'aller justement dans ces divers endroits, diverses époques, de visiter Alexandrie, de visiter la Grèce antique, etc., etc. Alors, il y a quelque chose qui existe déjà, qui sont du coup des petits modes de Assassin's Creed,
de jeux vidéo qui vous permettent de faire des visites de cette époque-là. Il y a de plus en plus de choses dans la culture qui utilisent la réalité virtuelle, avec par exemple aussi des visites culturelles comme des visites de musées. Vous avez la possibilité de visiter le Louvre comme si vous y étiez. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui prend beaucoup de place et beaucoup d'importance dans notre future vie, avec également mais du coup l'arrivée du métaverse qui a été annoncé via Facebook. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont en développement là-dessus et dans lesquelles il y a besoin de personnes pour développer tout ça. La réalité virtuelle, pour faire un petit point, juste qu'on soit bien d'accord sur ce que c'est une technique qui va simuler un environnement complet autour de nous. C'est-à-dire que vous êtes coupé du monde extérieur, vous ne voyez pas le monde extérieur, et vous êtes vraiment dans un environnement complètement différent. C'est important. Transport et sécurité routière. Aujourd'hui, on a beaucoup de débats autour des voitures autonomes, notamment Tesla, les Google Cars, etc., qui vont permettre simplement de nous conduire d'un point A à un point B sans avoir rien à faire. Là, j'aimerais plutôt vous parler d'un projet étudiant, d'étudiants Epitech qui ont réalisé en fait un casque avec de la réalité augmentée, pas de la réalité virtuelle, mais de la réalité augmentée, qui permet en fait d'avoir des informations quand on est en dos qui vont s'afficher directement. Alors, on est sur une vue artistique, vous n'avez pas toutes les informations qui vous gâchent la route devant, bien sûr, mais c'est vraiment pour vous expliquer qu'en fait, dans un coin, un peu au final, comme dans un jeu vidéo encore, vous avez des informations qui vont vous permettre de signaler si par exemple il y a quelqu'un qui est à votre droite que vous n'avez pas forcément vu et qui vient sur vous, etc., etc. Des informations comme ça sur le devant de votre écran. C'est projeté en fait, simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui est réalisé avec de la réalité augmentée. Quelle est la différence avec la réalité virtuelle? La réalité augmentée, c'est des informations générées informatiquement dans l'environnement naturel. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes sur Instagram, Snapchat, etc., vous avez des filtres qui sont implémentés sur votre visage. Ça, c'est de la réalité augmentée. Quand vous jouez à Pokémon Go, c'est de la réalité augmentée. Voilà, ce genre de choses. Et là, donc, effectivement, le dernier Mario Kart qui est sorti, maintenant, mon exemple commence à dater, il y a de la réalité augmentée, c'est-à-dire que vous avez votre carte dans votre salon, et sur la console de jeu, le personnage qui est remis directement avec les accessoires qui va pouvoir, les objets qu'il va pouvoir envoyer, etc. Non, désolé. Il n'y a pas de souci. Donc il faut bien vraiment différencier les deux, réalité virtuelle et réalité augmentée. La domotique et les assistants, c'est souvent quelque chose qui va de pair. La domotique, est-ce que vous savez ce que c'est? La robotique, un peu. Ça peut faire partie de la domotique. Ah, domestique. C'est de la robotique domestique. Oui, généralement on appelle ça une maison connectée. Vous avez de plus en plus de choses qui sont réglables, mesurables, modifiables sur votre téléphone ou sur des télécommandes. Donc par exemple, de quoi? Moi j'ai ça, moi. Sur quoi? J'ai une télécommande et j'ai une application sur le téléphone pour allumer la lumière, fermer les rideaux. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sont connectées à la maison. On a des robots des robots aspirateurs qu'on peut programmer pour passer tous les temps. Il y a même des frigos connectés qui existent, qui, en fonction de ce que vous avez à l'intérieur, vont pouvoir vous donner des recettes, ou qui vont par exemple programmer des drives parce que vous n'avez plus d'œufs, ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a encore une fois de plus en plus de choses. Généralement, ce qu'on connaît, c'est gestion de la température, gestion de la luminosité, gestion des volets, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un projet qui a été créé il y a quelques années maintenant sur Monaco, qui met à disposition en fait des compteurs connectés, compteurs électriques connectés. Alors dit comme ça, c'est pas méga emballant, mais en fait il s'agit de compteurs électriques qui, en fonction de la consommation
de certaines prises va en fait réguler l'arrivée de l'électricité. Donc ça va vous permettre de diminuer les factures, de gérer l'électricité au sein de votre maison et puis de pouvoir un petit peu penser à notre planète. Donc en fait, par exemple, vous avez votre clip-pain qui est branché toute la journée sur une prise dans votre cuisine, vous l'utilisez entre 7h30 et 7h31 le matin et tout le reste de la journée, le clip-pain est toujours branché et va utiliser de l'énergie. Et bien en fait, ce compteur connecté va faire en sorte de diminuer, voire même couper l'apport d'électricité sur cette prise-là. Et bien après, bien sûr, si vous en avez besoin dans la journée, il va vous redonner de l'électricité. Mais en tout cas, il va savoir gérer ça. Donc ça, c'est l'aspect domotique, qui est souvent couplé avec des objets connectés. Alexa, Siri, Google Home, ce genre de choses. Ou par exemple, vous avez juste un mot à dire pour activer dis Siri, mets la musique, dis Siri, fais ci, fais ça, fais ci. Voilà. Et donc ça, derrière tout ça, vous avez quand même énormément de données qui sont enregistrées. Pourquoi ? Parce qu'il faut reconnaître votre voix. Il faut reconnaître que vous êtes en train de lui parler, simplement. Donc derrière, il y a une intelligence artificielle qui apprend au fur et à mesure en fonction des phrases qui sont dites pour améliorer de plus en plus les résultats. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a tellement d'utilisateurs que l'apprentissage se fait extrêmement rapidement. Si on parlait d'un petit truc, pas trop connu, plateforme de streaming où vous pouvez voir des films, des séries, voilà, un petit truc, pas grand chose, mais qui s'appelle Netflix, où vous avez derrière donc, énormément encore une fois, de bases de données. Pourquoi ? Et d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous avez votre profil sur Netflix, ou n'importe quelle autre plateforme, Disney+, Amazon Prime, etc. Vous avez votre profil en fonction de vos intérêts. C'est-à-dire que, admettons, vous avez un petit frère, une petite sœur qui va se connecter à votre place sur le profil et qui va vous détruire complètement les différentes suggestions. C'est-à-dire qu'à force de regarder 14 épisodes de Peppa Pig, tous les animés que vous avez l'habitude de regarder vont être en fait mangés par les dessins animés d'enfants. En fait, c'est encore une fois un algorithme derrière qui va regarder ce que vous avez l'habitude de voir, de vous suggérer en fonction de ce que vous regardez des épisodes qui peuvent justement vous faire vous reconnecter encore. Ça existe aussi sur tout ce qui va être les jeux mobiles. Il faut savoir que l'utilisation, quand vous vous connectez à un jeu mobile, le téléphone, l'application va donner ces informations-là aux créateurs du jeu, qui vont par exemple vous envoyer des petites notifications quand vous êtes disponible pour vous pousser à revenir sur le jeu. Donc par exemple, vous avez l'habitude de jouer pendant votre pause entre midi et 2, et bien à 11h45, il va se dire tiens, attention, lui, il va bientôt être disponible, je vais mettre une petite notification comme quoi il a bien récupéré toutes ses vies dans le jeu, comme ça va le pousser à revenir jouer. Donc derrière, effectivement, il y a des gros traitements de données pour simplement faire en sorte que ça corresponde au mieux à ce que vous aimez. La cybersécurité et la fintech, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé aujourd'hui. Si vous avez envie de travailler là-dedans, on peut vous assurer que vous allez avoir un métier derrière. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir la possibilité de trouver un travail, de très bien gagner votre vie là-dedans. La cybersécurité, il y en a besoin partout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a besoin dans des petites entreprises, il y en a besoin dans des grandes entreprises. Je ne sais pas si vous savez, mais un mot de passe qui est incraquable a besoin de 12 caractères minimum, a besoin de majuscules, de minuscules, de caractères spéciaux, de chiffres, et doit être changé tous les 6 mois. Donc autant dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas de beaucoup de monde. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir des process derrière qui sont quand même assez structurés et de toujours être en recherche pour améliorer justement cette sécurité-là. Donc la cybersécurité est encore une fois partout.
Donc c'est vraiment un domaine, si ça vous intéresse, il y a énormément de choses à faire. Il faut savoir que par exemple, l'aéroport de Paris, tous les ans, va faire ce qu'on appelle des hackathons, des captures de flags, pour essayer de craquer en fait, le système de l'aéroport. Et chaque année, il y a des personnes qui y arrivent. Donc aujourd'hui, il y a justement des recherches de failles pour justement permettre de rendre plus difficile l'accès à ces systèmes-là. Il y a, j'ai une statistique qui vient de me revenir, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une cyberattaque toutes les 30 secondes dans le monde. Alors, pas forcément qui aboutit, mais voilà, il y a de quoi faire en termes de lutte contre les cyberattaques. Et justement, au niveau de tout ce qui est cybersécurité, aujourd'hui, on a de plus en plus de choses qui sont où on peut se connecter avec, par exemple, notre empreinte ou avec la reconnaissance faciale maintenant. Et comment ça fonctionne en fait? C'est ce qu'on appelle donc la biométrie. Là, on a l'exemple en Chine d'un supermarché qui utilise la biométrie pour payer. C'est-à-dire que votre profil est associé à votre compte bancaire. Et quand vous passez à la caisse, vous avez votre caméra qui vous reconnaît et qui va directement prélever les sous sur votre compte. Il y a même des choses qui sont utilisées avec des caméras où on va regarder qui vous êtes et si vous avez les droits, vous avez la possibilité de passer dans la pièce où vous voulez aller. Donc la biométrie, comment ça fonctionne? C'est des points dodo qui sont en fait des points qui ne changent quasiment pas avec le temps et qui vous permettent justement d'être reconnus par les caméras. Donc derrière, il y a tout un traitement, un algorithme pour justement voir si c'est bien vous. Et après, c'est sans fin, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la réalité augmentée, pourquoi pas, pour mettre des petits filtres sur votre visage, pour quand on vous voit à l'écran, vous avez l'air bien maquillé, etc., etc. Et bien d'autres. Là, on est vraiment sur une liste qui est déjà assez conséquente, mais il y a énormément d'autres choses qui sont possibles en informatique. Je vous donne 4 petits bonus. En gros, vous avez également dans le milieu du bâtiment et de l'immobilier, aujourd'hui il y a beaucoup de visites d'appartements. Par exemple, on met un QR code, on scanne, il y a la visite qui apparaît. C'est ça. Il y a de plus en plus de visites possibles en ligne et il y a même des agences qui, pendant le confinement, ont fait des visites en réalité virtuelle. Donc au lieu de se déplacer directement dans les appartements, on visitait l'appartement directement de chez soi. Dans le bâtiment, dans la construction, on a la possibilité via des casques de pouvoir anticiper un petit peu et de voir à quoi la construction va ressembler à la fin, par exemple. La silver economy, ce qu'on appelle, on appelle ça la silver economy, donc le monde, on va dire, senior, où on a par exemple de plus en plus d'innovations qui vont permettre de faciliter la vie des personnes qui sont pas forcément indépendantes. Donc par exemple, là on a l'utilisation d'un pilulier automatique. Donc c'est un pilulier qui est programmé pour donner les médicaments au bon moment, les bons jours, etc. Avec même un capteur, c'est-à-dire que si la personne n'est pas venue, n'a pas pris les médicaments, il va y avoir une première alerte, on va dire un rappel qui est envoyé. Et ensuite, au bout du deuxième, il y a le contact. Il y a un contact qui est fait pour la personne en cas d'urgence. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment plus simple. Ça permet d'avoir des choses qui sont vraiment là pour faciliter la vie au final. Les seniors, d'accord, les enfants. On a aussi des peluches connectées aujourd'hui qui vont permettre, par exemple, en cas si votre enfant est en train de se réveiller, si il n'est pas très bien, etc. La peluche va détecter ça et va diffuser une petite musique un peu calme pour le rassurer. Et également, est-ce que vous savez ce que c'est à droite, là-bas en bas? Ce n'est pas un aspirateur. Oui. C'est pas des machines qui utilisent Amazon pour transporter. C'est ça. C'est ça. C'est ce qui prépare vos colis Amazon. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Amazon, vous avez des robots qui vont récupérer les objets, qui vont connaître grâce aux puces RFID
qui en fait vont simplement récupérer les objets dans les bons endroits pour faire les colis. Il faut savoir, avant, il y a aussi certains endroits où c'est toujours des personnes qui préparent les colis, sauf qu'en fait ils sont chronométrés, ils n'ont droit à aucune distraction et ils ont un nombre de fautes ultra réduit, sinon du coup ils ne reviennent pas le moment. Donc c'est vrai que ça permet une certaine amélioration de la qualité de travail. Alors souvent on va dire oui mais du coup ça enlève des emplois. J'ai tendance à dire que ça les déplace, c'est-à-dire qu'effectivement un travail qui est pénible et pas forcément valorisant va devenir un emploi où il y en a besoin de techniciens pour justement gérer ces machines, les mettre à jour, les réparer, les tenir vraiment viables au fur et à mesure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ok. C'est 3 minutes. Rapidement. L'école dont vous avez parlé, et où, c'est quoi? Voilà, c'est ce que j'allais en venir effectivement. Au niveau de l'école, on est sur une école spécialisée en informatique, post-bac, mais aussi après un bac plus 2, un bac plus 3 pour des cursus en alternance. On a des formations qui sont également, on va dire, un peu comme les écoles de la seconde chance, donc des formations de réorientation, enfin de reprise des études, et des formations de réorientation professionnelle. On est situé dans le centre de Nice, entre la place Masséna et la promenade des Anglais. À la rentrée prochaine, on déménage, on passe du côté de l'Arenas. Pour le cursus post-bac, au cas où, ce que je peux vous inviter, c'est à venir sur le stand. On est juste à côté et on a 2 étudiants qui sont actuellement en 2e année, qui pourront aussi bien mieux vous en parler que moi. Mais en soi, ce qu'il faut savoir, c'est que Epitech, on est une formation, on est une école qui a une pédagogie un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on a une pédagogie active, une pédagogie par projet. Des fois, on nous dit que c'est une pédagogie innovante. Ça fait 23 ans qu'on le fait, donc ça fait 23 ans que c'est innovant. On a tendance à vraiment fonctionner comme les entreprises. C'est-à-dire que des étudiants vont faire de la programmation du premier au dernier jour. De la programmation informatique, donc c'est quelque chose où il faut être passionné, il faut vraiment aimer ça. Par contre, effectivement, à partir du moment où on aime ça, il n'y a pas de souci, ça se déroule très bien. Les projets vont être réalisés au fur et à mesure. Alors, on va faire de la programmation, j'ai envie de dire, mais pas que. Il y a un côté vraiment innovation. On va pousser nos étudiants à créer de nouvelles choses. Des nouvelles choses qui vont répondre à une problématique sociétale, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect et de programmation qui est très technique, mais aussi un savoir-être que les entreprises demandent aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment conduire les étudiants vers la professionnalisation. Dans le cursus de 5 ans, si on parle du cursus post-bac, on a aujourd'hui plus de 2 ans de temps en entreprise. Donc on a cette possibilité-là, vraiment, où les étudiants à la fin ont un très bon niveau technique et en même temps, ils ont de l'expérience professionnelle. Donc sur le CV, c'est vrai que c'est un grand plus et les entreprises sont extrêmement demandantes en termes de profil. Donc effectivement, le mieux pour pouvoir en parler, on a le stand juste à côté. Et après, si jamais demain on organise une journée porte ouverte directement sur le campus, là, ça vous permet vraiment de voir l'ambiance, de discuter avec les étudiants, de mieux comprendre cette pédagogie active également, et puis d'échanger avec les équipes pédagogiques et les équipes des admissions. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, merci pour votre écoute. Bon après-midi. Merci.